Chaque jour, une femme doit renforcer ses os, parce qu'à partir de 30 ans, sa masse osseuse diminue. À terme, elle court un vrai risque. Câlin contient 25% de calcium en plus, et contrairement à d'autres, de la vitamine D qui aide à fixer le calcium sur les os. Câlin, testé cliniquement. Découvrez Câlin 0%. Oui. Oh là là. Oui. Oh là là. Oui. Il va falloir vous habituer. Maintenant, l'eau départ existe aussi en petite bouteille. Nouvelle Épar 33 centilitres, votre mini-dose de magnésium. Elles sont belles mes fraises, elles sont belles mes framboises, mademoiselle. Ah non, merci. J'en ai déjà dans mes céréales spécial café rouge. Non. Ah si. Ah si. Ah. Fraises, cerises, framboises, il y a tout ça dans Spécial Café Rouge. Bonsoir à tous. Les Tours de France se suivent et se ressemblent, entachés par le dopage. La grande boucle est-elle totalement discréditée par l'affaire Rico? D'ailleurs, je vous annonce au passage qu'à l'instant, le coureur italien vient d'être mis en examen. À quand le Tour du renouveau qu'on nous promettait depuis quelques années? Et puis, faut-il, après tout, légaliser, pourquoi pas, le dopage? Voilà quelques-unes des questions que nous poserons ce soir dans ce C'est dans l'air intitulé « Tour de France ». L'overdose fatale, point d'interrogation. Adressez-nous vos propres questions par SMS ou Internet jusqu'à la fin de l'émission. Pour y répondre avec nous ce soir, sur ce plateau, le journaliste sportif Patrick Chêne. Vous êtes président du groupe Sport-Ever, spécialiste de l'information sportive sur les nouveaux médias et notamment sur le net. Et votre site s'appelle sport365.fr. Vous avez été directeur des sports de France Télévisions. On vous connaît comme un des commentateurs pendant de nombreuses années de la Grande Boucle pendant plus de 10 ans. Un ancien directeur du Tour de France, Xavier Louis, est avec nous. Vous avez publié « Sauvons le Tour » aux éditions Prolongation, où vous vous interrogiez précisément l'an dernier, déjà il y a un an, sur la survie ou non du Tour de France. Jean Dury, écrivain, historien du sport et de l'olympisme, vous avez été vous-même coureur cycliste. Et puis, je voudrais citer, oui, modeste, d'accord, mais coureur cycliste quand même. Et puis, on va citer parmi vos livres Coubertin aux éditions Cabedita. Et puis enfin, un spécialiste du dopage sanguin avec nous, Michel Audran. Vous êtes, vous, professeur de biophysique à la faculté de pharmacie de Montpellier. Et le dopage et le sang, ce sont une de vos spécialités. Alors, est-ce que vous diriez, les uns et les autres, ce soir, avec cette nouvelle affaire de dopage, cette affaire Rico en particulier, les 3 cas cette année, un peu comme le journal Libération le disait ce matin, que le Tour de France a perdu définitivement toute crédibilité, Patrick Chêne? Je sais pas, moi ce qui me troublait, c'est que j'ai retrouvé Xavier Louis, que j'ai connu comme patron du Tour, M. Audran, enfin on se connaît tous bien. On se retrouve dans la loge de maquillage et en fait j'ai peu participé à la discussion parce qu'on ne parlait que de pharmacie, que de sang, que de PO, que de transfusion. C'est trop, c'est trop. Et moi je reprendrai juste les mots de Philippe Brunel dans l'équipe ce matin. Il fait pourtant partie de la maison, vous savez que le journal L'équipe, ça fait partie du même groupe, Amaury, KSO, l'organisateur du Tour. Et il dit, courageusement d'ailleurs pour un journaliste, il dit, Patrice Clerc, donc le patron du Tour, dit c'est un cas de dopage de plus. Et Philippe Brunel, qui aime le vélo, qui aime le Tour, qui fait partie de la maison, dit est-ce que c'est finalement pas le cas de dopage de trop? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, et vous l'avez très bien dit, les tours se suivent et se ressemblent, la presse ne parle plus que de ça. Alors la version positive, si je puis dire, ce serait de dire, ah ben, au moins maintenant on les attrape. D'accord. Mais 10 ans après, en 98, il y a eu l'affaire Virenque-Festina, le public avait de la compassion. Aujourd'hui, il y a l'affaire Rico. J'ai vu des images très troublantes pour quelqu'un qui a aimé le Tour de France. Moi, j'aime plus le Tour de la France, d'ailleurs, que le Tour de France. Des images très troublantes. C'est Rico qui quitte le Tour sous l'invective, sous les sifflets. Donc, il y a quand même là, actuellement une prise de conscience qui peut peut-être nous rendre optimistes. Et Rico va peut-être aller en prison. Donc, tout est démesuré aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui va sauver le Tour. Peut-être. Patrick Chêne, vous êtes en train d'accréditer cette idée, cette question que nous posons. Est-ce que le Tour est définitivement discrédité? Est-ce que c'est votre opinion, Xavier Louis? Absolument pas. Absolument pas. Il y a une période où le Tour a failli mourir, c'est à la fin des années 70. Il y avait 100 coureurs au départ du Tour de France. Beaucoup plus, c'est pas le dopage qui va tuer le Tour. Ça aurait pu être le conflit avec l'UCI. Et moi, je vais vous dire... C'est l'Union cycliste internationale. Il y a eu plusieurs événements ces dernières semaines. La finale de Wimbledon, la Coupe d'Europe de football,
le Tour de France. Quel rapport entre ces trois événements Ben, sportifs? il y a des trois, j'ai tendance à penser que le plus crédible aujourd'hui, avec Cadel Evans en jaune, c'est le Tour de France. Ça se voit pas, pardonnez-moi, mais du point de vue dopage... Je vous le dis. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire que dans ces deux autres épreuves très importantes, où Il n'y a eu aucun Wimbledon... contrôle sérieux. Pardon? Il n'y a eu aucun contrôle sérieux. Et alors? Ben donc, je considère que l'événement qui est sérieux en la matière, qui permet de garantir la crédibilité aux spectateurs et aux téléspectateurs, c'est justement le Tour. Michel Audran, au fond, l'argument, comme Xavier Louis, de ceux qui considèrent que le Tour n'est pas menacé, c'est parce qu'il, lui, il contrôle efficacement ses athlètes. Je crois, oui. Et un tour propre, c'est pas forcément un tour où il n'y a pas de tricheurs. Je pense qu'il y a des tricheurs partout. Un tour propre, c'est un tour où le podium n'est constitué que par des sportifs clean. Et alors, Et le reste du classement, hein, bien sûr. Est-ce que les méthodes aujourd'hui employées par le Tour sont telles, pour vous, le biophysicien, que, ma foi, le Tour serait devenu propre, alors, malgré ce qu'on voit là? On a quand même, cette année, très bien ciblé les tricheurs. On reviendra peut-être sur le passeport hématologique qui nous aurait permis d'avoir certainement un tour plus propre dès le Vous départ. nous expliquerez ce que c'est dans un instant. Et donc on a ciblé des tricheurs. On reste conscient qu'il y a certaines méthodes, certaines techniques de dopage, je pense à l'autotransfusion parce que j'ai entendu parler de pochettes sanguines sur le tour, qui restent encore indétectables. Donc on ne va pas gagner à 100%. Mais on a fait de gros progrès cette année, y compris avec une nouvelle EPO. Jean Dury, est-ce qu'on peut croire au podium du Tour? Parce que souvent, quelques semaines après, quelques jours après, on découvre que finalement, parmi les trois premiers, il y en a souvent un qu'on pourrait épingler ou qui est épinglé. Oui, question intéressante. On a des surprises, en effet. Mais en 2013, le Tour de France devrait normalement célébrer sa 100e édition, puisqu'il n'a eu lieu... dans les deux guerres mondiales, il n'a jamais eu lieu, 10 ans, mais donc ce serait la 100e édition. Ce serait la 100e édition. Et le Tour de France a la vie dure. Cela dit, cette saison est une saison très particulière, parce qu'au moment où le système de l'Union cycliste internationale vient d'exploser, où les équipes viennent de se retirer de ce système qui s'appelait le Pro Tour, on est aussi à un moment où les contrats des différentes équipes avec leur soutien, leurs sponsors, viennent à leur fin. Alors, il y a la théorie des dominos. Si jamais une équipe tout d'un coup décide de se retirer, qu'est-ce qui se passera avec les autres? Le cycliste est tout de même à un moment névralgique. Cela dit, le Tour de France reste quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous venez de nous parler de ce que vous appelez le Pro Tour. Il faut savoir qu'il y a une bagarre entre l'ASO et puis l'UCI, l'Union cycliste internationale, oui. Cycliste internationale. Pour l'instant, personne ne sait vraiment de quoi il s'agit à part les spécialistes. Donc expliquez-nous un peu ce que c'est. Je vais résumer ça très brièvement. L'Union cycliste internationale avait mis en place un système qui s'appelait le Pro Tour, qui était un système fermé, avec des équipes qui signaient un contrat et avaient une licence pour un certain nombre d'années, et il y aurait un certain calendrier. Mais dans ce calendrier de quoi? D'épreuves disputées par les coureurs. Mais dans ce calendrier, bizarrement, l'Union cycliste internationale ne s'était pas vraiment entendue avec le Tour de France et son organisme qui a toutes les grandes épreuves classiques, Paris-Roubaix et les autres. Et évidemment, le Tour de France a refusé de passer par les fourches caudines de l'UCI, qui voulait en particulier s'assurer les droits de retransmission télévisée. Donc le Tour de France a refusé d'entrer dans ce Pro Tour, c'est ça? Voilà, alors à partir de ce moment-là, grosse discussion qui a duré sur des années, dont le cyclisme pâtit évidemment, mais tout d'un coup, au moment où le Tour de France débutait, les 17 équipes participant au Tour de France ont déclaré que l'année prochaine, elles ne feraient plus partie du Pro Tour de l'Union cycliste internationale, tout d'un coup complètement vidé de sa substance. Alors, c'est donc un moment névralgique cette année pour le cyclisme, au-delà même de ces histoires de dopage qui sont évidemment terribles et sur lesquelles on va revenir. Mais expliquez-moi quel lien on peut faire entre ce que vous venez de nous décrire, qui est très important, parce qu'il s'agit d'argent, hein, et le dopage. Et le contrôle antidopage. Attendez, vous n'êtes pas tous à la fois. Alors vous dites, Xavier Louis, contrôle antidopage. Il y a un lien. Il n'y a pas de lien entre le dopage et la nouvelle configuration qui se prépare. Et il y a un lien avec le contrôle, car il y a un événement important qu'il faut rappeler. Au début de ce Tour de France, le Tour de France est désormais organisé en dehors de l'Union cycliste internationale. C'est sous l'égide de la Fédération française de cyclisme. Et également, les contrôles antidopage ne sont plus sous la houlette de l'Union cycliste internationale, mais de l'Association française de lutte contre le dopage et en relation avec l'AEMA.
Donc, l'Agence pour essayer mondiale de antidopage. résumer, Donc c'est pas tout à fait le même type de contrôle. parmi le contentieux, le conflit qu'il y avait entre d'un côté l'Union cycliste internationale et de l'autre l'ASO, il y avait les questions des méthodes de contrôle du dopage. Oui, de l'indépendance du contrôle. Car Patrice Clerc a rappelé, les patron dirigeants du du Tour ont rappelé que justement, ils insistent sur le fait que là, les contrôles sont faits par un organisme indépendant du cyclisme. Alors que dans la plupart des fédérations, c'est les fédérations qui organisent le contrôle, elles sont jugées parties. Et on voit bien que dans certaines fédérations, il faut le dire, il y a de nombreuses fédérations, à commencer par la Fédération internationale de football, où quasiment on ne fait aucun contrôle, parce que c'est eux-mêmes qui contrôlent tout ça. Patrick Chêne. Moi j'aime beaucoup Xavier Louis, j'ai passé des années merveilleuses avec lui, mais je suis fasciné, effrayé par son discours. Je veux dire, comment le cyclisme va sortir de ces problèmes existentiels quand on commence en disant oui mais les autres, oui mais... Et pardon, mais de raconter que Federer est moins crédible que Rico, pardon Xavier, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Commençons par étudier le problème du dopage dans le cyclisme et éradiquons-le si possible et au moins avançons. Mais cette manie qui est de dire « et les autres ne font pas de contrôle », les autres ne font pas de contrôle, eh bien ils font pas de contrôle. Occupons-nous du Tour, sauvons le Tour comme vous le souhaitez Xavier, mais pas en disant que les autres en font autant. Ne me dites pas que le Tour cette année est un Tour propre. Le Tour du renouveau qu'on attend, il n'est pas là. Et je ne dis pas que le Tour est mort. On va le sauver le Tour. On l'aime trop, les Français aiment trop le Tour de la France. Ils aiment trop aller avec les enfants dans la main voir les coureurs passer. Le Tour n'est pas en danger. Mais simplement, éradiquons le dopage, prenons des mesures, donnons à des grands spécialistes comme monsieur le moyen d'aller chercher les transfusions sanguines, parce que c'est là que ça se passe maintenant, etc. Mais ne commençons pas par dire les autres le font, donc nous, il ne faut pas nous regarder comme ça. Alors en tout cas, le Tour 2008 est donc bien un tour avec des coureurs épinglés, hein, morts ou pas, on va le voir. Il n'empêche qu'on nous avait annoncé que ce serait celui du renouveau. Et puis, voilà, patatras, 3 cas de dopage épinglés depuis le début de la course qui semblent démontrer qu'au contraire, les coureurs continuent à tricher. Après 2 Espagnols, Beltrán et Dueñas Nevado, l'Italien Rico donc s'est fait piquer, porteur de PO, et, je vous le disais tout à l'heure, mis en examen tout à l'heure dans l'après-midi. L'étoile montante du Tour s'est muée en étoile filante. Reportage Romain Clément, Dominique Lemarchand, commenté par Marine Hendricks. La grande boucle de nouveau dans la tourmente, qu'importe. Aujourd'hui, c'était la 13e étape. Ce matin, quelques heures avant le départ, la caravane défile dans les rues de Narbonne, devant les badauds toujours aussi nombreux. Le Tour, c'est une institution. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse faire que le Tour s'arrête. C'est la grande fête du vélo et ça fait partie du patrimoine français. Donc je ne pense pas que ça s'arrête sur une histoire de dopage. On voit bien que les gens ils se déplacent d'un peu partout. Il y a des Néerlandais, il y a des personnes de toute nationalité. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous le Tour ? Le Tour, la plus grande course cycliste au monde et puis une grande fête, tout simplement. Une grande fête retransmise dans 180 pays. Tout scandale reçoit un écho considérable. Gagner le Tour de France suscite toutes les convoitises, y compris celles des tricheurs. À Narbonne, ce matin, ces nouvelles histoires de dopage étaient présentes dans tous les esprits des coureurs. On vit au jour le jour. Aujourd'hui, il n'y a rien. Bon, il n'y a rien, tant mieux. Il faut vivre les jours comme ils viennent. Nous, on ne soupçonne personne. On constate juste qu'il y a encore des tricheurs. Voilà. À cause des voyous comme ça, le Tour est en danger. Maintenant, c'est sûr qu'ils font du mal au vélo, ça c'est sûr. Ça, c'est évident. Ça fait 3 ans qu'on subit les mêmes choses. Des grosses affaires. Et j'espère que le vélo s'en sortira. Nous, on a la chance d'avoir un gros sponsor. Ils vont forcément finir par se lasser si ça ne s'arrête pas. 3 cas de dopage en quelques jours, une nouvelle secousse. Pour l'heure, la course continue. C'est la 13e étape de ce tour, 182 km entre Narbonne et Nîmes. Lavelanet, 12h50 hier. Pour Ricardo Rico, c'est ici que s'arrête la grande boucle, sous les sifflets de la foule. L'Agence française de lutte contre le dopage vient de lui signifier qu'il a été contrôlé positif. Après l'étape de Cholet mardi, des traces d'une nouvelle OPO à effet prolongé ont été retrouvées dans ses urines. Le coureur italien est suspendu. Dans la foulée, son équipe, Sonia Duval, se retire de la course. Ce que je ressens, mon sentiment à cet instant, c'est de dire stop, de tout arrêter. Les sanctions n'ont pas tardé à tomber. Ricardo Rico et un autre coureur ont été exclus de la Sonia Duval cet après-midi.
Rico, une star montante de ce Tour de France. Par 2 fois, le Cobra, comme on l'appelle, attaque, s'impose en montagne. À la clé, les maillots du meilleur jeune, du meilleur grimpeur et des interrogations. Jeune coureur de 24 ans, jusque-là inconnu, Rico gagne à sa guise, fait son show. Une ascension fulgurante qui ne manque pas d'éveiller les soupçons. Le Cobra, il regarde ses adversaires dans les yeux avant de les attaquer. Bon, je ne vais jamais trop accrocher avec, surtout qu'il est très hautain. Et puis, on passait tous un peu avec sa façon de nous regarder pour des moins que rien à côté de lui. Moïse Dueña, coureur espagnol, a lui aussi été contrôlé positif avec un autre cycliste. Il a été mis en examen pour usage et détention de plantes ou substances vénéneuses. 2008, synonyme du renouveau pour la grande boucle, pas si sûr. Les années passent, les leçons ne semblent jamais retenues. Les organisateurs du Tour parlent de bêtises. Officiellement, c'est même une bonne nouvelle. Si on nous dit prenez des mesures, faites en sorte qu'on trouve les gars et que ces mesures sont prises par l'agence indépendante qui en est chargée, il ne faut pas s'étonner qu'ils en trouvent. Au contraire, on ne peut, même si c'est un passage difficile en ce moment, on ne peut que s'en réjouir. Et que j'ai vraiment l'espoir qu'à l'arrivée à Paris dans 8 jours, on ait un palmarès qui soit digne, qui soit crédible. Et ça, c'est capital. Et là, on aura fait un pas en avant formidable. Parce que nul ne pourra douter que les gars qui ont été contrôlés sous toutes les coutures pendant le Tour de France auront pu quand même tricher. Langue de bois ou gueule de bois, il n'empêche, d'autres rebondissements sont à prévoir. Les 3 cas de dopage ne sont certainement pas des cas isolés. Pour les organisateurs, une certitude, pas question d'arrêter la grande boucle, monument sportif en France depuis un siècle. Alors il y a ces images de fête vues à l'instant, et puis vous avez vu ces images qu'évoquait Patrick Chêne il y a quelques minutes. Rico sifflé au moment où les gendarmes l'emmènent. Question SMS, en qui avoir confiance à présent? Le dernier du peloton, voilà le sentiment. Les Français. Les Français, aujourd'hui, c'est pas être chauvin que de dire les Français qui sont 35e au classement général, ils ont un cocktail, ces Français, c'est l'éthique. Non, un cocktail qu'on trouve pas en pharmacie. Et il y a de l'éthique, parce que je crois qu'il y a un message qui est en train de passer, et puis il y a la peur du gendarme, parce qu'en France, on a mis en place des systèmes qui font qu'on trouve le tricheur, justement parce qu'on le suit d'une manière horizontale, et quand il y a une anomalie, on le voit. Donc le Français, qui est peut-être pas plus honnête que les autres, entre cette peur du gendarme et cette éthique qui est transmise par ces directeurs sportifs qui ont compris, les Français aujourd'hui, je pense, ne trichent pas. C'est la preuve de classement. C'est la question SMS, c'est-à-dire qu'il faut être les derniers pour être propre et crédible. Non, faut pas caricaturer, c'est ce que vous dites, Patrick. Non, je dis simplement qu'il y a de la suspicion aujourd'hui sur les leaders, c'est vrai. Cadel Evans, il a 31 ans, je veux dire, c'est pas un perdreau de l'année, comme on dit. S'il gagne le Tour, je pense qu'on pourra lui faire confiance. Mais il a montré avant qu'il n'avait pas le niveau pour gagner le Tour. S'il gagne le Tour, c'est que le niveau a baissé parce qu'il y a moins de dopage. On peut se dire ça aussi. Ou parce que lui aussi, des substances particulières. Je ne me permettrai pas de dire, je me suis jamais permis de parler de doute. Je vais vous faire un aveu. La seule fois, c'est hier matin sur France Inter. J'ai parlé de Rico et je suis sorti de cette émission. Je me suis dit quand même, je suis en train d'hurler avec les loups. J'ai dit que c'était un coureur sulfureux. J'ai dit qu'il était de la lignée des Pantani. Et puis en sortant de cette interview sur France Inter, je suis rentré à Sport Ever et je me suis dit tiens, je suis peut-être pas très journaliste. J'ai pas parlé sur des faits. J'ai parlé sur des suspicions. J'ai pas aimé. J'arrive au bureau, je croise le rédacteur en chef de Sport 365 qui me dit alors Patrick, vous me faites un petit édito sur Rico. Je dis pourquoi je ferais un édito sur Rico? Il me dit le PO. Eh ben, Xavier Louis, pardon, mais quand on entend les coureurs comme Rico, sur deux, ça rend sûr de soi quand même, d'avoir dans les veines de l'EPO, parler comme il parle, avec un culot pour dire le Cobra, il regarde ses adversaires dans les yeux et voir les autres qui triment. À qui faire confiance? C'est ça la question. Vous savez, les spécialistes, et déjà dans le Tour de l'année dernière, souvenez-vous ce qui s'est passé avec Rasmussen. Depuis le départ du Tour, on a dit Rasmussen, il ne marche pas à l'eau claire. Et Rasmussen, ça se vérifie. Et Rasmussen a été poussé vers la sortie, il n'a jamais été pris positif, je vous signale. Il a été poussé vers la sortie parce que les dirigeants du Tour ont fait comprendre à l'équipe Rabobank que s'ils voulaient revenir cette année, car enfin le Tour était maître de la sélection, et ça c'est très important aussi, comme aujourd'hui il y a des équipes qui seront exclues l'année prochaine. Pourquoi ? Donc il y a aussi cette menace parce que justement elles ne respectent pas l'éthique. Et je suis tout à fait d'accord pour une fois avec mon ami Patrick Chêne. D'abord les coureurs français, mais ils ne sont pas seuls, ce serait trop facile, mais les équipes françaises en tout cas, ont mis en place, et notamment de par l'autorité du sponsor. Ce qui vient de se passer avec l'affaire Saunier Duval, et finalement le sponsor vient de le reconnaître, c'est qu'il avait laissé faire le manager.
Et quand les sponsors s'impliquent, on peut citer Bouygues Télécom, la Française des Jeux, etc., qui sont des gens qui s'impliquent, qui... C'est-à-dire que quand ils se mêlent des contrôles, bien sûr, enfin oui, qui se mêlent, ils mettent les coureurs en face des responsabilités, en leur disant d'ailleurs, on n'attend pas de vous des résultats à n'importe quel prix, vous demande de bien faire votre boulot, vous donne les moyens pour le faire, et voilà. Mais alors attendez, est-ce que c'est pour cette raison qu'au fond, Saunier Duval, le sponsor, c'est lui qui a dit à l'équipe, allez, ça suffit, on arrête tout, je ne veux pas salir mon image ? Ce sont eux aujourd'hui qui découvrent qu'effectivement ils ont été en quelque sorte trompés, que il y a un effet boomerang. Ils étaient contents d'avoir des résultats à un moment donné. Sportif qui a été mouillé dans toutes les affaires avant. Le manager, on savait d'ailleurs, il était en procès à l'époque avec la Française des Jeux, on savait qu'il était sulfureux. Donc je veux dire, il n'y a pas de mystère. L'équipe Navigare, on peut la citer également, sur le Giro, heureusement qu'on ne les a pas vus sur le Tour de France, visiblement. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste du cyclisme pour comprendre que ces gens-là ne fonctionnaient pas comme les autres. Donc aujourd'hui, il y a en revanche une minorité. Si vous permettez. Juste une question, toujours pour rester sur cette dimension de ce qui vient de se passer. Rico, il y avait des soupçons. Pourquoi est-ce que... la preuve, c'est qu'on l'a ciblé. Ben non, la preuve, c'est qu'on l'a ciblé. Vous pensez que depuis le départ du Tour, l'AFLD, l'agence dont on a parlé, ceux qui s'occupent des contrôles, ils l'avaient dans le collimateur, ils attendaient le moment. Et je pense que le professeur nous dira mieux ce qu'il en est, ce qui a permis justement de le prendre. On savait que ça allait arriver. On savait que ça allait arriver, parce que malheureusement, on a dû attendre qu'il y ait 2 étapes. Ça, c'est dommage pour le public, pour tout le monde. Mais on y est arrivé. Pour vous, malgré les sifflets, Michel Audran, le Carico est la preuve que les contrôles à la française, ça marche. Oui. Mais là, vous ne vous rendez pas compte de la difficulté qu'il y avait à aller trouver cette molécule. Cette molécule, cette nouvelle EPO, logiquement, elle ne passe pas dans les urines à cause de sa taille. Elle y passe sous certaines conditions, notamment d'effort. Parce que quand on fait de l'albuminurie, c'est un petit peu ça. C'est la même taille que l'albumine. Et donc, ça explique pourquoi il a fallu plusieurs fois avant de le trouver positif. Attendez, vous êtes en train de nous expliquer que Rico a été noté positif avec une nouvelle molécule ? Exactement. Et je pense que s'il utilisait cette molécule, c'est que, je mettrai ma main au feu, il avait déjà utilisé sur le Giro, et qu'il n'avait pas été déclaré positif sur le Giro. Il n'a pas été le seul, enfin je ne sais pas si lui l'a utilisé, mais... Comment s'appelle cette nouvelle molécule? C'est une nouvelle génération d'EPO? Voilà, ça s'appelle la Mircera, c'est une EPO retard, alors on appelle ça une EPO de 3e génération. C'est une molécule qui a été créée pour le confort des malades. Pour vous imaginer, quand on traite l'anémie avec des EPO normales, il faut 2 à 3 injections par semaine. L'anémie, c'est une maladie du sang? Voilà, c'est un manque de globules rouges. D'accord. Avec cette molécule, pour entretenir un traitement contre l'anémie, c'est 1 fois par mois. Et en fait, ce n'est pas une bonne molécule pour les tricheurs, parce qu'une molécule qui agit pendant 1 mois, c'est que pendant 1 mois, elle reste dans l'organisme. Et donc là, l'avantage, c'est qu'elle passe difficilement dans l'urine. Mais il y a un test sanguin qui va être mis au point sous peu, donc cette molécule, elle se verra. La différence entre le Tour d'Italie, le Giro, et le Tour de France, c'est que les contrôleurs français ont été plus efficaces, c'est ça? On dirait comme ça, oui. Oui, on dirait qu'à Châtenay-Malabry, il y a un laboratoire très performant. D'accord. Et ils ont, eux, mis au point des tests qu'on applique en France et qu'on n'applique pas en Italie. Ils avaient envie, on va dire. Voilà, non, il y a eu une décision avec l'Agence mondiale antidopage et d'autres laboratoires. Je crois que le président de Borderie en a parlé. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il faut savoir que le test, c'est le même que celui qui permet de détecter les autres EPO. Cette EPO-là, cette nouvelle EPO, elle n'a rien d'extraordinaire. Vous savez, pour faire une molécule plus grosse, on a pris de l'EPO normal et on a mis une grosse molécule à côté qui est du polyéthylène glycol. Et le fait que la molécule soit très grosse comme l'albumine, elle reste plus longtemps dans le sang, elle ne passe pas dans l'urine, donc tant qu'elle est dans le sang, elle est efficace. Jean Dury, qu'est-ce que vous inspire à la fois le culot de Rico, avant, c'était quand même des images tournées, évidemment, avant qu'il ait été épinglé, mais aussi les sifflets de la foule. C'est du jamais vu, à part l'an dernier, peut-être dans l'histoire du Tour. Quel que soit notre amour profond pour le Tour de France et pour le sport cycliste, qui est un sport magnifique, eh bien, il faut tout de même ouvrir les yeux. Et ce qui est terrible, c'est la montée du doute. On citait Philippe Brunel tout à l'heure. Grande plume du cyclisme. Journaliste de l'équipe. Journaliste de l'équipe. Et hier, il titrait son papier « Avoir la foi ». Parce que lui, il avait aimé Pantani, il croyait profondément en Rico, dont il me disait récemment, c'est tout de même un des grands espoirs d'une aventure du cyclisme. Et aujourd'hui, il titre une histoire sans fin. Oui, le doute vient partout. On citait le manager de l'équipe Saunier Duval, c'est un coureur suisse,
tout à fait sympathique, qui en 1998 a failli mourir lui-même au Tour de Romandie pour avoir essayé une forme de PO qui était alors mal connue. Quel est le patron de l'équipe CSC, qui est une des grandes équipes du Tour de France aujourd'hui? C'est le Danois Björn Riis, qui l'an dernier a avoué qu'il s'était dopé à mort pour gagner son Tour de France 1996 et a même rendu son maillot jaune. Alors ça veut dire quoi? Parce qu'on se demande qui est derrière, qui pousse les coureurs inconnus au départ et qui n'ont pas forcément des performances à en arriver là. Il y a bien entendu les entourages qui sont terribles. Il y a les coureurs qui cèdent à la tentation. Pourquoi un Beltrán? Parce que ce qui est amusant, c'est qu'ils ont été pris dans des contrôles pour des étapes qui ne les concernaient pas. Beltrán a été pris pour faire 25e dans la première étape à 7 secondes. Rico a été pris pour l'étape contre la montre où il s'est classé 115e en ayant perdu plus de 3 minutes 30 sur le vainqueur de l'étape. Et pour l'autre espagnol, c'est pareil. Alors, il y a les coureurs qui cèdent à la tentation. L'ancien parce qu'il se dit je ne serai pas dans l'allure. Rico parce qu'il pensait certainement, on le lui avait conseillé que ce produit échapperait au contrôle. Mais quand tout d'un coup vous êtes devant votre écran de télévision ou que vous suivez la course et que vous voyez Rico faire un démarrage absolument fulgurant où tout d'un coup en pleine montée d'Aspin il est à 15 km à l'heure plus rapide que les autres et vous voyez le lendemain ces deux équipiers, l'espagnol Cobo dont on ne parle quasi jamais et Piepoli qui a lui-même 36 ans, voltiger et faire premier et deuxième de cette étape. Alors à ce moment-là on se dit qu'on se retrouve dans une configuration qu'on a connue il y a 10 ans, celle de certaines équipes qui tout d'un coup dominent, et il faudrait tout de même évoquer l'équipe d'Armstrong qui prenait la tête en bas d'école et qui montait sans qu'aucun adversaire puisse jamais passer. Alors là, ça devient plus que troublant, y compris pour les coureurs eux-mêmes qui sont tout à fait découragés. Michel Audran. Oui, je ne voudrais pas que vos téléspectateurs croient que 90% des coureurs de Tour sont dopés. Je vais vous rappeler que dans la mise en place... Tout le monde se pose la question, hein, franchement. Non, dans la mise en place... Oui. Non, c'est quoi le pourcentage alors? Dans la mise en place, je vais vous le dire, dans la mise en place du passeport hématologique depuis le début de l'année, donc il faut savoir que il y a 500-600 professionnels qui sont suivis, sur lesquels on fait régulièrement des analyses de sang, et fin mai, l'UCI annonçait que sur les gens contrôlés, donc aux environs de 500, il y avait 23 cas douteux. Alors, attendez, soyons clairs, c'est 500 cyclistes au monde qui sont contrôlés par l'Union cycliste internationale, c'est ça? Et ils ont donc un passeport de leur sang où on suit, comme le carnet de santé en quelque sorte, l'état de leur sang. On est en train de le mettre en place. Et surtout, il ne faut pas confondre ça avec le suivi biologique qui était pratiqué en France, parce que ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de beaucoup plus précis et utilisé à des fins de dopage. Donc il y avait 23 suspects, 23 sur 500, c'est quand même pas tous les cyclistes. Bon. Alors peut-être ces gens-là étaient sur le Tour. Sur le Tour, on a parlé de 10, 20 suspects. Mais, professeur Audran, tout de même, il y a une objection. C'est qu'il paraît que sur tous les professionnels, il y en a un très grand nombre qui ont des dérogations pour éviter d'avoir les contrôles de ce passeport sous prétexte d'asthme. C'est-à-dire que ceux-là sont dopés alors, 60%? Non, l'asthme c'est autre chose. Quant aux dérogations, on peut parler du cas Rico qui avait une dérogation pour avoir un hématocrite supérieur à 50, mais... Ça n'intervient pas dans le passeport hématologique. Dans le passeport hématologique, on fait un suivi des paramètres sanguins et on regarde si cette variation est normale ou anormale, peu importe la valeur de base du sujet. Mais est-ce que c'est si efficace puisque des gens comme Rico passaient au travers des mailles du filet? Certainement, ça aurait été efficace et s'il avait été mis en place pour le Tour de France, peut-être Rico n'aurait pas participé au Tour de France. Ah, parce que le passeport n'était pas en place encore. Non, le passeport n'est pas en place. C'est donc un projet, c'est pas tout à fait réalisé avec tous les coureurs de toutes les épreuves. Non, c'est la dispute UCI-ASO qui a fait que, malgré l'implication du gouvernement français... Alors, je voudrais qu'on revienne sur les entourages, parce que c'est intéressant d'essayer de comprendre qui pousse quand même. C'est pas simplement le coureur qui de lui-même va trouver les bons produits. On peut aller sur Internet, d'accord, mais ça suffit pas. Qui le finance, qui le pousse à le faire? C'est une mafia, il y a beaucoup d'argent, en jeu, il y a beaucoup de gains possibles, il y a des produits qui coûtent cher, il y a une mafia qui s'est mise en place avec des gens qui vont dans les couloirs d'hôtel, qui amènent des produits, qui les vendent cher, d'autres qui sont peut-être intéressés aux gains. Quand j'entends que dans des pays de l'Est, on est en train de monter des équipes et que la seule volonté affichée pour créer cette équipe, c'est la fierté nationale. Moi, je tremble, je me dis, mais avec l'argent qui va être mis pour cette équipe russe qui arrive, commandée par Poutine, et qui dit notre seul objectif, c'est de hisser très haut la fierté nationale, je pense, j'étais à l'époque journaliste à l'équipe, 82,
l'Allemagne de l'Est qui gagnait tout, et la presse mondiale qui s'enflammait devant Marita Koch et tout le monde. Et c'était quoi? C'était du dopage organisé pour la fierté nationale. Alors, des mafias, vous nous dites Jean Dury. Oui, Thierry, il faut tout de même revenir un tout petit peu en arrière. C'est à cette fameuse affaire Puerto qui éclate en 2006, juste avant le départ du Tour de France, qui est une déflagration et qui en même temps ne va pas jusqu'au bout. Parce que le juge espagnol, au nom de Jambon, puisqu'il s'appelle le docteur Serrano, eh bien, il n'a pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a trouvé des poches de sang, on a trouvé le manager Manolo Sanz avec de l'argent dans la main, et en face de lui un médecin véreux qui était le docteur Fuentes. De nombreux sportifs ont été pris, sans doute pas seulement des cyclistes, mais probablement des footballeurs ou autres. Et c'est pour ça qu'en Espagne, on n'a pas souhaité que l'affaire aille jusqu'au bout. Et juste avant le départ du Tour de France, le tribunal arbitral du sport qui se trouve à Lausanne a relancé cette affaire en exigeant du juge espagnol qu'il fasse parvenir une poche de sang, contaminée sans doute, dont on pense qu'elle est du sang de Valverde. Donc, tout ça est d'une complexité, d'une difficulté. Et ce que je veux dire, c'est qu'autour de cette affaire Puerto, il y avait énormément d'intérêt d'argent, et ça répond à votre question. Alors, du coup, on va poser ce soir la question, peut-être tabou, puisque la Grande Boucle est un spectacle. Après tout, pourquoi ne pas légaliser, tout simplement, le dopage, un dopage encadré, un dopage sous contrôle? Voilà ce que souhaitent certains, vous allez les entendre, médecins et labos pharmaceutiques seraient en quelque sorte au centre de la préparation des sportifs dans cette hypothèse. Ça en fait hurler beaucoup tout de même. Vous allez le voir. Reportage d'Agathe Lanté, Stéphanie Gillon, Emmanuel Bach et Mathieu Moreau. Des performances hors normes pour des hommes hors du commun. Mais depuis une dizaine d'années, la crédulité des spectateurs atteint elle aussi ses limites. La multiplication des affaires de dopage jette le trouble sur le cyclisme. Début des années noires avec l'affaire Festina en 98, un système de dopage organisé dans l'une des meilleures équipes du Tour, celle de Richard Virenque. Depuis, chaque année s'annonce comme celle du renouveau. Mais le dopage, lui, s'accroche au peloton. L'année dernière encore, plusieurs scandales. Le Danois Rasmussen, alors maillot jaune, est exclu par son équipe après avoir menti pour échapper à un contrôle antidopage. Quelques jours auparavant, le favori avant le départ, Alexis Vinokourov, est exclu lui aussi suite à une transfusion sanguine interdite. Alors, la question de la légalisation du dopage, posée il y a quelques années de façon provocante, n'apparaît plus tout à fait absurde aujourd'hui. Même si le président de l'Agence française de lutte contre le dopage s'y oppose farouchement, question justement d'éthique et de santé. Les risques pour le sportif sont extrêmement graves. Il peut devenir paraplégique, il peut mourir même. Et on a vu au Portugal, dans une course cycliste, un cycliste qui est décédé sur son vélo avant de tomber. Et moi, personnellement, en tant qu'agence, je n'ai pas d'avis à donner par rapport à la législation, c'est au Parlement de décider. À titre personnel, je trouve que ce serait proprement scandaleux d'autoriser le dopage parce que c'est autoriser le non-respect de l'éthique médicale. La presse n'hésite plus, elle aussi, à poser la question. Dans la mesure où 60% des coureurs sur le Tour ont déjà des autorisations pour utiliser les produits interdits à des fins thérapeutiques. Mais dans son édito du jour, Stéphane Mandard en appelle encore une fois à une purge nécessaire dans le sport. Les sportifs, c'est quand même pour les gamins des modèles. Chaque gamin qui joue au foot à 8 ans, si demain on dit on légalise le dopage, ça veut dire que des mômes, comme aux États-Unis, ce qui se passe avec le baseball, le football américain, vont commencer à prendre des stéroïdes à 10 ans. Et on a vu qu'il y a des gamins qui sont morts à 14-15 ans parce qu'ils avaient abusé de stéroïdes qui sont quasiment à vente libre aux États-Unis. Donc il y a un vrai danger quand même à légaliser le dopage. Moi je pense en termes de santé publique, en termes d'éthique, effectivement, on pourrait dire, écoutez, de toute façon, tout le monde en prend, le sport est devenu un spectacle, c'est le cirque, c'est un grand Barnum, donc allons-y, autant faire comme au catch et on légalise. Mais moi je pense à la santé publique et notamment aux enfants, ça serait un vrai danger de légaliser pour tous ces jeunes. C'est quoi ça? C'est un article de Stéphane Mandard dans Le Monde en 2005 qui raconte l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure entre Lance Armstrong et son assureur. Alors que vous savez, j'étais l'avocat de son assureur.
avocat de l'assureur d'Armstrong, mais aussi de Bruno Roussel, ancien directeur sportif de Festina. Maître Montbrial dénonce l'hypocrisie moralisante de certains discours. Il ne conteste pas le danger pour la santé, mais pour lui, les risques font partie du métier. Le sport ne peut pas être propre parce que donc à la base, le médecin est le pilier de la pratique sportive. Ensuite, on parle d'un univers professionnel donc, dont l'objectif est de gagner de l'argent. Comment gagne-t-on de l'argent? En gagnant. Et comment gagne-t-on? En étant bon, et donc en produisant du spectacle pour que les sponsors viennent et que le public s'y intéresse. Personne donc n'a un intérêt objectif à aller radicalement lutter contre le dopage. Donc on restera toujours dans des eaux troubles et avec un discours qui sera un discours bien pensant et qui permette de passer le soir au journal télévisé pour qu'on dise « Ah mais regardez comme on s'inquiète de la santé des gens », alors que ce n'est pas le problème. Le problème, si vraiment on voulait lutter contre le dopage, c'est de dire comme pour vous ou moi, si on décide d'aller faire notre footing dimanche, vous avez mal à la cheville, vous n'allez pas courir. Eh bien, allez dire ça à des gens qui jouent au foot ou au rugby pour gagner leur vie et qui ont 5 ans de carrière à faire. Ils vont vous dire, excusez-moi, mais que ça vous plaise ou non, je vais tout faire, quelles que soient les conséquences sur ma santé à long terme, pour pouvoir jouer, gagner et réussir. Certains vont même plus loin et imaginent des laboratoires pharmaceutiques directement associés à la préparation physique des sportifs de haut niveau. Et pourquoi pas sponsor d'équipes d'un nouveau genre. Alors la question de l'hypocrisie est au centre du débat ce soir, question SMS. Pourquoi ne pas laisser faire avec le dopage? Les coureurs ne sont-ils pas assez grands pour en connaître les dangers? Michel Audrange, vous voyez pendant le reportage lever les bras au ciel. Oui, cette idée de légaliser le dopage, c'est vrai, ça a tendance à me faire rebondir. Pourquoi? Donc on va d'une part rétablir des inégalités, puisque c'est les plus riches qui pourront se payer les produits en question. Par titre d'exemple, les factures de Fuentes, vous faisiez allusion à l'affaire Puerto, c'était de l'ordre de 40 000 à 50 000 euros. Par poche? Non, pour le suivi. C'est énorme. Ouais. C'est quand même pas mal pour un sportif. Ensuite, je vois mal un médecin. Pour venir aux produits dopants, ce sont des produits efficaces. Si ces produits sont efficaces, c'est forcément qu'ils présentent un certain danger pour l'organisme. Ils ont des effets qui ne sont pas négligeables puisqu'ils sont efficaces. Et je vois mal le médecin conseiller à un sportif qui n'en a pas besoin de prendre un produit qui est potentiellement dangereux. Je vais prendre le cas de l'EPO dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir que quand on traite l'anémie chez les insuffisants rénaux, on remonte avec l'EPO le taux d'hémoglobine entre 12 et 13 grammes par décilitre. Et c'est dangereux ça? Non. Pour éviter qu'ils aient des effets cardiaques. Les sportifs, ils sont déjà à 14 ou 15, ils vont le monter à 18 ou à 20 ou 22, ce qu'on a vu dans le ski de fond à l'époque. Vous vous rendez compte jusqu'où on va aller? Donc en aucun cas, un médecin déontologiquement parlant, ne peut pas prescrire des médicaments sportifs qui n'en a pas besoin. Parce que ce serait lui prescrire des poisons, c'est ça que vous dites? Troisièmement, ou quatrièmement, on va en revenir au dopage d'État. Si on fait ça, donc ça sera suivi, on va retomber avec ce que vous disiez tout à l'heure les pays de l'Est, comme dans les pays au niveau des pays de l'Est. Et je ne suis pas sûr que ça empêche le dopage, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra faire plus que les autres. Non, mais moi je trouve que c'est bien, il faut permettre aux laboratoires pharmaceutiques de sponsoriser les équipes, dopage permis, puis on fait un classement annexe. Alors, la Société du Tour n'est pas d'accord pour rajouter un classement, mais moi je rajouterai un classement. C'est de l'ironie. Ceux qui ont le moins de morts, ceux qui ont le moins de morts, si vous avez le moins de morts dans la saison, vous gagnez des points. Oui, c'est de l'ironie. Celui qui a 3 morts, il a 12 points. Celui qui a, je veux dire, Thibaut Montbrial, il fait son boulot, il dit lui la faute, il dit oui, c'est tout le monde parce qu'il défend quelqu'un. C'est l'avocat de l'assureur d'Armstrong. Il fait son boulot, mais enfin, c'est juste pas sérieux. Enfin, j'ai même pas envie de passer 2 minutes à parler de ça. Qui est pour aller donner des substances qui peuvent être dangereuses à quelqu'un? Patrick Chen, pardon, mais continuons un peu de creuser la question. Vous dites c'est pas sérieux, etc. Non, ok, sauf que les images de gendarmes qui emmènent Rico, ça fait pleurer ou ça fait rire un certain nombre de sportifs étrangers qui se disent mais ça, je ne sais pas où moi, c'est des hypothèses. En Espagne, aux États-Unis, on le verra jamais, on le verrait jamais. Marion Jones, elle va aller en prison. Il ne faut pas dire ça, il ne faut surtout pas dire ça. Il y a une lutte mondiale contre le dopage, il faut qu'elle continue. Mais on traite les sportifs comme des criminels simplement parce qu'ils ont pris un risque. Je me fais l'avocat du diable. Mais ils ont triché, il y a une loi, on les a prévenus en 98, c'était un petit peu flou. Mais il y a que chez nous que c'est aussi dur.
Non, mais non. Marion Jones, vous voyez le cas de Marion Jones, c'est un peu dur quand même. Le cas des sprinteurs en Angleterre, le cas de... Non, il y a quand même beaucoup Dans de d'autres pays sports qui ont directement assumé la fonction de spectacle, comme par exemple le football américain, Thibaut de Montréal, l'avocat, nous le disait tout à l'heure, les jeunes prennent des stéroïdes assez tôt. Et meurent. Vous trouvez ça bien vous? Non, mais je ne sais pas, je vous pose la question. Moi, je vous dis qu'ils meurent et je vous dis que c'est pas bien. J'ai l'impression de dire qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade en disant ça. C'est évident. On mélange tout. Il y a ce fameux aspect moral qui est la lutte contre le dopage parce que c'est pas bien. Mais pourquoi c'est pas bien? Tricher. En fait, ça rompt évidemment l'égalité théorique des chances sur la ligne de départ. D'accord. Il y a d'autre part l'aspect de la protection de la santé. Il faut tout de même ne pas laisser les gens se suicider à petit feu ou à grand feu sous prétexte qu'ils sont maîtres de leur personne et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, c'est là-dessus que se jouent ces aspects du dopage. Et cette lutte contre le dopage, on retrouvera ça tout à l'heure si jamais on parle des Jeux Olympiques et des sujets olympiques, maintenant c'est une lutte qui s'est développée dans tous les sports, dans toutes les disciplines, et chaque fois qu'on commence à creuser dans un sport, sans vouloir faire ces comparaisons absurdes, mais chaque fois qu'on commence à creuser dans les sports qui disaient « Oh nous, mais non, pas du tout », eh bien, on trouve des cas, parce que c'est le développement du sport de compétition d'aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles il est mis en accusation par nombre de personnes. La compétition incite aux tentations à partir du moment où il s'agit à tout prix de gagner pour l'argent, les médailles et tout ce qu'on veut. Alors, Xavier Louis, je continue à me faire l'avocat du diable parce que c'est l'objet de cette question, de C'est dans l'air. Imaginons qu'on encadre, c'est-à-dire qu'on accepte certaines doses, par exemple, que ce soit des médecins qui le fassent, comme dans certains sports tout de même, comme le catch ou des sports aux États-Unis. Est-ce que ce serait possible de passer à une certaine légalisation ou dépénalisation? Non, mais je crois que la question, elle est posée autrement souvent. C'est de dire, le Tour de France, parce que c'est un peu, on en parle aujourd'hui, c'est tellement difficile ce qu'ils font, qu'il faut prendre des médicaments. Il faut accompagner cette performance. Il faut qu'ils récupèrent, on rendez compte, ils roulent pendant 6 heures en plein soleil, etc., ils montent des cols. Et même le grand public dit c'est normal. Il y en a, ils disent c'est normal qu'ils prennent des trucs. Ah oui. Sauf que, et je parle sous couvert d'un médecin, il y a suffisamment dans la pharmacopée autorisée de produits qui effectivement sont d'ailleurs utilisés. Il ne faut pas croire quand on dit roule à l'eau claire, il ne roule pas à l'eau claire. Il y avait eu un article très intéressant il y a quelques années dans l'équipe. Il y a un coureur, c'est Sandy Cazard, de la Française des Jeux, qui avait accepté de dire chaque jour ce qu'il prenait pour se soigner. C'était que des produits autorisés, mais il prenait beaucoup de choses, effectivement. Et quand on vous entend, on a l'impression que vous considérez que du coup, tous ceux qui ont été dopés, par exemple Rico, ça reste des grands champions? Ou est-ce que c'est vraiment... pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis que c'est des tricheurs qu'il faut qu'effectivement qu'on s'en débarrasse. Non, je dis qu'on peut faire le Tour de France, et je connais beaucoup de Tours de France, je n'admets pas, par exemple, la théorie qui dit tous les vainqueurs du Tour de France ont été dopés, c'est totalement faux. Il y a la plupart... Mais on peut fabriquer de faux cracks comme Rico. On peut fabriquer de faux cracks, c'est vrai, mais maintenant, ils disparaissent très vite. Fort heureusement, on les élimine très vite. Et je maintiens, pardon Patrick, c'est l'honneur du Tour de France, à la différence de la plupart des grands événements sportifs, aujourd'hui, justement, même s'il en prend plein la figure, c'est l'honneur du Tour de France de savoir se débarrasser, grâce à l'effort des médecins et des contrôleurs, de se débarrasser rapidement des tricheurs et de sauver sa crédibilité. Il y a toujours eu dans l'histoire du Tour de France, le pot belge autrefois, d'autres choses auparavant. Anquetil ne s'est jamais caché de prendre des amphétamines. Mais M. Poulidor, vous pouvez demander à M. Poulidor, il vous dira jamais qu'il a été battu par Anquetil parce qu'Anquetil prenait des amphétamines. C'était pas autorisé les amphétamines? C'était interdit. C'était interdit. Anquetil reconnaissait qu'il le prenait pour tenir le coup. Ça ne changeait pas la hiérarchie naturelle entre le problème. Professeur Audran sera d'accord. Dans les années 90 est apparue cette fameuse EPO qui là a tout changé. C'est-à-dire qu'effectivement des outsiders sont devenus des favoris. L'exemple de Björn Ries qui n'aurait jamais dû gagner le Tour de France. Mais Anquetil, ça restait un champion. C'est un grand champion, c'est un très grand champion. Thierry, juste une chose, moi je crois qu'il faut revenir sur ces phrases de sagesse populaire. Pourquoi? Parce que les téléspectateurs sont là pour ça. Et c'est des questions qu'ils me posent quand j'en parle à un chauffeur de taxi ou quelqu'un dans la rue. Les gens me disent, mais ils sont obligés de se doper pour faire le Tour de France, car le Tour de France est long et difficile. C'est faux.
Un coureur entraîné, il ne faut pas comparer Thierry Guerrier, Patrick Chen et les autres aux coureurs cyclistes. C'est un autre monde. Ces gens-là s'entraînent 100, 150, 200 km par jour. Ils sont anormaux au niveau sportif parce qu'ils se préparent, ils travaillent. Mais dans la préparation, il y a peut-être aussi Non, je ne parle que de l'entraînement. Et j'en ai discuté avec des dizaines et des centaines de coureurs qui disaient, à l'époque où il y avait des amphétamines ou des choses comme ça, ils disaient finalement on roulerait peut-être 2 km/h de moins. Je me souviens de Thierry Marie qui faisait des exploits, et le lendemain il était fatigué, il ne gagnait jamais de course à étapes parce qu'il ne se prenait pas les produits qu'il fallait, il choisissait. Et bien Thierry Marie, il disait, moi quand on me dit que faire 5 cols des Alpes dans la journée, on est obligé de se doper, c'est pas vrai. Parce que Thierry Marie, à l'allure où il pouvait rouler, il le faisait sans aucun problème. Donc il ne faut pas dire que ça vient des sponsors, des organisateurs du Tour, de la télé, des journalistes qui veulent que la course soit... Non, simplement, il y a des tricheurs qui veulent aller à 2-3 km/h plus vite pour gagner. Mais ne disons pas qu'ils sont... Alors, Coluche le disait très bien, il disait, s'ils ne se dopaient pas, ils arriveraient à Noël. J'aime bien, c'est beau, c'est formidable, c'est drôle. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se doper pour faire le tour. On va voir si dans d'autres sports, ils peuvent arriver au mois d'août. En l'occurrence, le dossier dopage dans ce Tour 2008 est suivi de très près de l'autre côté de la planète, la Chine, où les Jeux Olympiques débutent dans 3 semaines. La Chine qui vient d'exclure 8 de ses athlètes, mais qui est par ailleurs le premier producteur mondial de stéroïdes et autres substances dopantes. La Chine qui veut tout à la fois des Jeux propres cette année, mais aussi davantage de médailles d'or pour ses athlètes, davantage qu'à Athènes. Emmanuel Kreutzer. Après le Tour, Riccardo Rico devra-t-il également dire adieu au JO? Le sélectionneur de l'équipe italienne qui avait convoqué le jeune coureur de 24 ans pour Pékin se pose en tout cas sérieusement la question. A priori, en cette année olympique, les autorités sportives ne plaisantent pas avec les tricheurs, ni d'ailleurs avec les anciens tricheurs. Ainsi, le coureur de 100 mètres britannique Dwayne Chambers, pourtant qualifié sur la piste, a été barré par son comité olympique pour un contrôle positif remontant à 2003 et pour lequel il avait déjà purgé sa suspension. Dans le pays organisateur, on frappe encore plus fort. 8 athlètes dopés, dont ce champion de natation, ont été suspendus à vie. Cela s'appelle faire du zèle, car le Code mondial antidopage ne prévoit pas de telles sanctions. Mais pour ces Jeux, les Chinois veulent montrer l'exemple, à l'image de leur toute nouvelle agence de lutte contre le dopage, lancée à la fin de l'année dernière. À un moment où le dopage est une grande préoccupation pour le mouvement olympique, le gouvernement chinois a autorisé l'agence antidopage à appliquer les directives internationales en matière de lutte contre le dopage. Tout cela prouve le rôle positif que joue la Chine dans cette lutte. Preuve de cette bonne volonté, la mise en place de quelques 5000 contrôles sur des athlètes chinois entre le mois de janvier et le mois de juin. 4500 contrôles sont également prévus durant les Jeux. C'est 800 de plus qu'à Athènes, il y a 4 ans. De son côté, l'Agence mondiale antidopage a demandé aux autorités chinoises d'augmenter leurs contrôles douaniers. Le problème, c'est que c'est la Chine elle-même qui est connue pour être le premier pourvoyeur mondial de stéroïdes et autres produits dopants. Les autorités du pays organisateur affirment avoir redoublé d'efforts pour lutter contre le trafic de produits illicites. Pourquoi avons-nous renforcé nos contrôles? Tout simplement parce que nous voulons respecter notre obligation d'offrir à tous une compétition juste, égale et propre lors des Jeux Olympiques de Pékin. Mais en matière de lutte contre le dopage, la Chine part de loin. Dans les années 90, l'irruption soudaine sur la scène internationale d'une armada de sportifs chinois ultra performants avait entraîné la suspicion, notamment autour de ces nageuses, avec leurs carrures insensées qui, d'un coup d'un seul, s'étaient mises à multiplier médailles d'or et records du monde. À l'époque, elles vantaient leur méthode d'entraînement. Je peux vous dire que nous n'obtenons pas d'aussi grand succès avec le dopage, comme beaucoup de personnes le disent, mais bien avec un entraînement qui est très très difficile, et puis par la psychologie aussi que nous travaillons. Mais très vite, les masques sont tombés. Entre 1994 et 1998, ce seront pas moins de 11 nageurs chinois qui seront contrôlés positifs à des substances telles que stéroïdes ou hormones de croissance.
Une suspicion autour des athlètes chinois entretenus par des méthodes d'entraînement très particulières. Des athlètes pris en main dès leur plus jeune âge, soumis à un entraînement ultra intensif. Les Chinois ne s'en cachent pas, ils veulent faire de leur système sportif une véritable usine à champions et devenir la première nation olympique. Eux qui à Athènes avaient fini juste derrière les États-Unis, rêvent cette fois d'atteindre les 50 médailles d'or. Mais pas à n'importe quel prix, tous les athlètes chinois engagés à Pékin ont dû faire le serment qu'ils ne se doperaient pas. Alors, cette course à la performance, symbolisée par cette question SMS, plus haut, plus fort, plus loin, plus vite, ça voudrait dire plus dopé alors? Moi, il y a des questions qu'il faut se poser. C'est une question, hein, de téléspectateurs. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me pose souvent la question, est-ce que le sport du XXe siècle doit être le sport du XXIe siècle? Est-ce qu'on n'a pas un jour, est-ce qu'on n'aura pas un jour la responsabilité de changer l'optique du sport? Parce que qu'est-ce qui va se passer à Pékin? À Pékin, on va avoir tout un tas de confrères, et moi le premier, peut-être, qui vont dire il faut que ce soit des jeux propres, il faut que ce soit formidable. Et puis on va faire un petit édito aussi à la fin des Jeux. Ah, la France a eu moins de médailles qu'à Athènes, c'est vraiment pas bien. On est en train de mélanger actuellement l'ambition sportive et la lutte contre le dopage. Est-ce qu'il ne faut pas, moi je pose la question, est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'au XXIe siècle, la performance à tout prix, c'est fini? Les jeunes aujourd'hui nous bousculent avec l'environnement, avec le développement durable, ils ont d'autres valeurs formidables, ils sont beaucoup plus sains peut-être que nous l'étions, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faut pas se dire un jour, le sport, ce sport-là, c'est fini, il faut passer à autre chose? Mais est-ce que, je pose juste la question. Est-ce que ce sport durable ou cet esprit du sport durable, Jean Dury par exemple, parce qu'il n'y a pas qu'ici qu'on le verrait de cette façon, parce que dans le reste du monde, les enjeux commerciaux notamment sont considérables, ou les enjeux de nationalisme comme pour les Chinois, et tout ça on s'en moque. Actuellement, dans tous les pays du monde, on tremble. On tremble de ce qui va se passer aux Jeux Olympiques. Dans tous les pays, toutes les sélections nationales passent par des contrôles préventifs pour éviter qu'on arrive à des cas de dopage pendant les Jeux. Et c'est sérieux ces contrôles? Mais bien sûr, on le pense. Cependant, en 1980, à Moscou, personne n'a été positif. Et l'Union soviétique a écrasé le reste du monde par le nombre de médailles. Tout le monde sait que la Chine prépare depuis des années ces Jeux pour passer devant les États-Unis et être en tête au classement mondial. Alors, tout le monde lave plus blanc, on vient d'éliminer 11 haltérophiles grecs, 2 hockeyeuses sur gazon espagnoles, etc. Mais tout de même, qu'est-ce qui va se passer au jeu? Est-ce qu'on peut encore être un médaillé d'or sans se doper? C'est la même question que le maillot jaune. Eh bien, nous sommes un certain nombre à penser que oui, c'est possible. Il y a un certain nombre de sportifs qui sont absolument exemplaires, qui ne prennent pas les produits ou les procédures interdites, et ils arrivent en tête, au sommet, sur les podiums. C'est possible. Michel Audran, est-ce que vous pensez que la course à la performance, notamment en vue des Jeux Olympiques, passe inexorablement, je reprends la question, plus haut, plus fort, plus loin, plus vite et plus dopé? Il faut forcément être plus dopé pour gagner en haut de la perche ou en athlétisme? Je ne le pense pas, non. On a un potentiel génétique différent d'un individu à un autre, et pour certains, ce potentiel génétique bien exploité, s'il y a l'entraînement et tout ce qui tourne autour de l'entraînement, suffit pour faire un podium. Mais vous savez, vous, biophysicien français qui aidez l'Agence française de lutte contre le dopage, vous savez que les Chinois ont des laboratoires pour essayer d'améliorer les produits pour que ça ne se voit pas au contrôle. Est-ce que réellement il y aura de nouveaux produits? Je ne sais pas. Ce qu'on craignait un petit peu sur Pékin, c'était la thérapie génique, puisqu'il faut savoir que c'est le seul pays en Chine où il y a un traitement actuellement de thérapie génique pour le cancer, rien à voir avec le sport. Et alors, quel rapport il y aurait, entre la thérapie génique que l'on cherche à développer pour lutter contre le cancer et un éventuel dopage? Qu'est-ce que vous redoutiez? Expliquez-nous. Non, je dirais, est-ce qu'ils sont plus en avance que les autres dans ce domaine-là? Mais bon, on n'a aucune preuve là-dessus. Vous pensiez qu'on pouvait inventer? Non, je veux aller au bout. Inventer des produits génétiques qui seraient des dopants, quoi. Non, des traitements génétiques. On sait très bien le faire chez l'animal, on sait très bien faire produire par le muscle de l'EPO ou de l'hormone de croissance. Donc, on n'a plus besoin d'administrer, ce sont vos propres muscles qui les produisent. Ça marche très bien chez l'animal, ça ne marche pas
encore chez l'homme. Mais ça viendra, c'est ça que vous nous dites. C'est sûr que ça viendra, c'est sûr que ça viendra. Et vous craignez que les Chinois, hein, vous aviez... Oui. Mais pas après sur les contrôles des dopages, parce que les contrôles antidopage, ils sont quand même sous l'égide de l'Agence mondiale antidopage. Donc, mais ça se verra pas le jour où on inventera des produits hygiéniques La thérapie génique, je pense que l'EPO, ça se voit pour le moment. D'autres ne se voient pas, mais je ne désespère pas. Les recherches avancent très très vite. Vous savez, l'écart, ce fameux écart qu'il y avait entre nouveaux produits ou nouvelles méthodes et recherche, il s'est considérablement atténué. Donc on mettra au point des produits, mais très vite on saura les déceler. C'est ça que vous dites pour nous rassurer. Cependant, contre l'optimisme du docteur Audran, il y a tout de même ce qui s'est passé depuis 1960. On a dépensé des milliards dans le monde entier. Et la lutte contre le dopage paraît parfois une simple passoire, car on passe toujours à travers. Alors, en réalité, la lutte progresse, on trouve de plus en plus de produits, on trouve de plus en plus de systèmes, mais les produits, eux aussi, grâce aux recherches de centres médicaux, de laboratoires, progressent dangereusement et tragiquement. Heureusement, pour en revenir un instant au Tour de France, c'est avec les laboratoires Roche qu'a été trouvé le système qui a permis de déceler la fraude des Saunier Duval. Donc, il y a parfois des correspondances heureuses, à moins que le docteur Audran ne... Non, mais les laboratoires donc, ne sont pas que du côté de ceux qu'on peut accuser. On passe aux questions SMS et Internet de ces dans l'air qui sont très nombreux sur la question, Jean Dury. Allons-y. Rico est dopé et pas ceux qui sont devant lui au classement. Pour l'interrogation, oui, ça peut sembler incompréhensible, Rico. Non, mais enfin, c'est sur la caricature. Le public cherche à comprendre qui est dopé, qui n'est pas dopé. Si on le savait, on vous ferait la liste. Hein. On dirait, tiens, lui il est dopé, lui il n'est pas dopé. Moi, en 97, vous m'auriez invité dans cette émission, je vous aurais dit, moi, je suis quand même assez optimiste parce qu'il y a Bruno Roussel, quand même, qui est un éducateur. Et puis, c'est vrai, je le pensais. Et alors ? On était nombreux. Et puis Bruno Roussel, sous la pression de plein de choses, a été l'organisateur du dopage chez Festina. On ne sait pas, vous croyez que les gens vous ouvrent leur chambre et vous disent, voilà, ceux qui savent, voilà, c'est M. Audran, c'est le professeur, eux, ils peuvent savoir. Oui, et on a besoin d'eux, parce que eux, ils ont des analyses, ils font, et ils disent, voilà, celui-là est suspect, ils disent qu'il y en a 29 ou 18, je ne sais plus, ils le savent. Mais allez vous dire que ceux qui sont devant Rico sont dopés, ce serait bien irresponsable de ma part que de dire que Cadel Evans, jusqu'à maintenant, jusqu'à 31 ans, il a été incapable de gagner un grand tour, et puis maintenant, à 31 ans, il va en gagner un. Je vais vous dire, c'est parce qu'il est dopé, ou je vais vous dire, c'est parce qu'il y a moins de dopage. Comment puis-je savoir ? Avant que Rico soit arrêté, mis en examen, il y avait combien de coureurs devant lui dans le classement du Tour? Il était 9e. Il était remonté à la 9e place du classement, après avoir été très loin grâce à 2 exploits surprenants. C'est même pas une désillusion, juste un chiffre. Sur Sport 365, on avait fait un sondage. Combien pensez-vous qu'il y aura des affaires de dopage sur le Tour de France? 87%. Les internautes avaient dit, bien sûr, il y aura des affaires de dopage. Oui. Autre question, faut-il s'attendre à des résultats positifs pour Piepoli? Piepoli, donc, qui est soupçonné par son équipe. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait que le lendemain de la victoire à Bagnères de Bigorre, tout d'un coup, cet équipier presque obscur qu'est Piepoli s'est trouvé au sommet, ainsi qu'un autre membre de cette même équipe. Donc tout ça est assez cohérent. Autre question, le directeur de Saunier Duval peut-il être inquiété et interpellé lui aussi? Le droit dit quoi en la matière? Le coureur seulement, ou est-ce que lui aussi on peut le soupçonner d'avoir participé à l'opération? Oui, c'est justement je pense, tout l'interrogatoire qui a été mené par les gendarmes. C'est de demander à ces coureurs qui en fait est le responsable, qui a fourni les produits, qui a en quelque sorte incité même, et en tout cas sur le plan sportif, là je parle sur le plan pénal, mais sur le plan sportif, et les dirigeants du Tour ont été relativement clairs quand Christian Prudhomme dit que Mauro Gianetti n'est pas un paragon de vertu, c'était déjà le condamné sur le plan sportif. En tout cas. Autre question, un coureur peut-il se doper, non pas à l'insu de son plein gré, comme dirait Virenque, mais à l'insu de ses coéquipiers, des responsables de son équipe, voire de ses sponsors? Est-ce que c'est possible, Patrick? Oui, c'est arrivé l'an passé. L'an passé, l'équipe Cofidis, qui est quand même au-dessous de tout soupçon. Je veux dire, ils n'ont pas de dopage organisé. Boyer faisait tout pour qu'il n'y ait pas de dopage. Et puis, ils ont eu un coureur italien qui, dans son coin,
parce que comment le contrôler, est allé parce qu'il était trentenaire, qui disait j'arrive plus à suivre, il s'est dopé. Oui, ça existe. Quand Vinokourov, tout d'un coup, a eu une embellie extraordinaire que tout le monde a admiré et qu'on s'est aperçu qu'il s'était fait une auto-transfusion sanguine complète, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu faire ça dans son petit coin sans que personne ne le sache. Et ce qui est tout de même stupéfiant, c'est les déclarations de la plupart des directeurs sportifs. Ils tombent tous des nues. « Oh, on a fait ça, mais on avait pourtant tout fait. » C'est stupéfiant. Oui, c'est lui qui prend dans sa salle de bain 3 comprimés d'amphétamine ou de corticoïdes, il peut le faire à l'insu de son directeur sportif, de ses coéquipiers. Mais une autotransfusion, c'est pas possible. Installer tout un système d'autotransfusion, je pense que là, effectivement, il faut l'entourage, il faut la direction de l'équipe même. Alors, autre question, pourquoi ne pas revenir à des équipes nationales? Cela ne permettrait-il pas de retrouver les valeurs du sport? Oui, d'accord, attendez. Expliquez-nous maintenant pourquoi, puisque vous dites oui. Alors Xavier Louis, pourquoi oui? C'était la conclusion de mon livre l'année dernière sur Sauvons le Tour. En 1983, déjà, j'en avais beaucoup parlé avec Jacques Godet. Je pensais qu'il fallait, et c'est à l'époque d'ailleurs, on a fait le tour par équipe nationale en partie. Si vous vous en souvenez, on est en 1983, l'équipe colombienne vient, c'est une équipe nationale. Et ça change le tour. Le tour est tout à fait autrement. Et je pensais que... Qu'est-ce que ça changerait? Pourquoi oui? C'est-à-dire, d'abord parce qu'il faut qu'il y ait un choc à un moment. Vous savez qu'il faut qu'il y ait de la chirurgie, j'ai envie de dire. Il faut un choc fort. Psychologique, symbolique. Pour redonner justement le fameux tour du renouveau, pour moi ça passe par là. Mais pourquoi? Je ne comprends toujours pas pourquoi. Ça changerait les choses Parce entre que les contrôles, on vient d'en parler, on a expliqué par exemple ce qui se passe en France. Patrick Chen l'a rappelé, les Français, il y a une fédération qui contrôle l'ensemble des coureurs professionnels. Il y a tout un suivi. Bon, en accord avec les groupes sportifs, mais au niveau fédéral. Si ce sont des sélections nationales, on demandera, dans le cahier des charges fait par les organisateurs du Tour, qu'il y ait justement des garanties sur ce plan. Mais Patrick Chen, attendez, au JO, les équipes, elles sont aussi nationales, ça n'empêche pas d'avoir des dopés de temps en temps. Mais reprenons ce qu'a dit Xavier Louis, il faut un électrochoc. Il y a des gens qui disent, il faut arrêter le Tour, c'est stupide. Faire une année sans Tour, et quoi? Ça sert à quoi? Il faut lutter, il ne faut pas donner la victoire aux tricheurs. En revanche, cet électrochoc, et là on ne dira plus c'est les sponsors, c'est etc. On va demander aux nations d'avoir un suivi longitudinal sérieux pendant toute la saison. Il y aura une équipe France 1, France 2, France 3, etc. Enfin, je ne parle pas de télévision. On aura différentes équipes. On aura cet électrochoc. On pourra aborder le Tour autrement. Et en plus, quelle passionnante course on aurait. Autre question, pourquoi ne contrôle-t-on pas tous les cyclistes avant le Tour? Pourquoi c'est pas systématique, un peu comme le passeport que voudrait installer le professeur Audran? Mais c'est ce qu'on est en train de mettre justement en place, mais c'est énorme tout ça. Vous ne savez pas ce que c'est que la vie d'un coureur cycliste aujourd'hui et d'autres sportifs. Et il n'arrête pas de voyager. Ils doivent indiquer heure par heure où ils sont, s'ils vont au cinéma, comment ils s'entraînent, etc. Et ils ont accepté ça de façon à ce qu'on puisse les localiser pour un contrôle inopiné. Et sous ce prétexte, on peut dire que c'est vraiment une atteinte à la vie privée. Même la nuit alors? Mais jusqu'à 21h et à partir, je crois, de 6h du matin. Professeur Audran, on arrive aujourd'hui à contrôler, si on le souhaitait, vous avez du mal à mettre en place votre passeport hématologique, là, tous les coureurs du Tour de France? Oui, c'est ce qu'on vient de vous expliquer. Mais c'est la règle générale pour tous les sportifs de haut niveau. Oui, à tout moment, et c'est vrai que on nous parle de contrôle inopiné, de temps en temps. La question vient du fait qu'on a l'impression que ça n'est pas systématique, tous, 100%. C'est vrai que ce n'est pas systématique, mais là, dans le cadre du Tour de France, il y en a eu énormément de faits dans les semaines qui ont précédé le Tour. Vous savez qu'on va même beaucoup plus loin pour les cyclistes. Je rappelle quand même que l'un des grands champions qui est absent de ce Tour de France, M. Tom Bonnen, le Belge, a été pris à la sortie d'une boîte de nuit, en dehors de toute compétition. Un peu éméché, ça arrive. Non, il avait pris de la cocaïne, et je m'étonne qu'on ne le fasse pas pour les autres sports. Parce qu'il y en a d'autres qui vont en boîte de nuit. Oui, pardon Patrick, mais c'est pour ça que je veux dire qu'il faut qu'on arrête de... C'est bien, je suis très content qu'on l'ait fait. Le tennis et le football, mais on a bien compris je dis, et ce que vient de dire Jean Dury, c'est vrai que les cyclistes, ils l'acceptent d'ailleurs volontiers, qu'on leur prenne leur sang à 6h du matin. On n'est jamais allé pendant Roland-Garros dans les hôtels à 6h du matin, ce qu'on fait pendant le Tour de France pour les cyclistes. On n'est jamais allé pendant Roland-Garros prélever le sang de ces dames et de ces messieurs dans leur hôtel à 6h du matin, faisons-le aussi. Le centre antidopage est, paraît-il, submergé. Pourquoi n'accroît-on pas les moyens mis en œuvre et donc les tests? Vous manquez de crédit Oui, ça revient excessivement cher.
C'est vrai, donc ça c'est un problème de budget de l'Agence française de lutte contre le dopage. Elle dépend de qui cette agence française? Elle est autonome, mais elle est financée par le gouvernement. Donc par le ministère des Sports ou le ministère de la Santé? Je ne sais pas lequel est finance. Non, elle a son propre budget, mais je crois que ça passe par le ministère des Sports. De toute façon, aujourd'hui, le ministère des Sports est un secrétariat d'État du ministère de la Santé, qui est Roselyne Bachelot, laquelle est en même temps ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc ça, je regrette qu'on n'ait pas eu le temps de creuser l'histoire des équipes nationales et régionales, parce que c'était une époque du Tour de France tout à fait passionnante, mais pour autant, ça ne veut pas dire que les risques de dopage auraient totalement disparu. Restons lucides. Alors, autre question. Quelle agence antidopage osera un jour s'attaquer au dopage? Ça va vous faire plaisir, Xavier Louis, dans le football. Pourquoi ne le fait-on pas aujourd'hui? On ne le fait pas assez, je le pense aussi, mais moi je refuse chaque fois qu'on évoque le Tour de France, on est là pour ça, de dire... Non, on est là pour parler de dopage. C'est pour ça que je titillais Xavier. Je trouve ça dommage de dire, et les autres? Non, les autres, les autres. Mais je suis pour, évidemment, des contrôles dans le football, avec une toute petite réserve. Au football, si vous avez les pieds carrés, si vous prenez tous les produits du monde, vous marquerez jamais un but et vous serez jamais bon. En cyclisme, j'ai vu des sombres équipiers comme Björn Ries devenir des vainqueurs du Tour parce que biologiquement, ils ont été transformés. Mais faisons des contrôles dans le football, bien évidemment. Vous nous avez parlé hors antenne d'une clinique suisse qui reçoit à la fois des gens du showbiz qu'il faut remettre en forme. C'est pas un secret. Allez, racontez-nous. C'est pas un secret. Vous faites changer le sang à la clinique, entre autres, de la Prairie à Montreux. Où il y a là, non seulement... C'est bien connu des sportifs qui ont de l'argent, parce que dans le football, il y a plus d'argent que dans le cyclisme, et dans le tennis aussi, ou dans le golf. Une cure, on se fait changer le sang. Monsieur Johnny Hallyday en a parlé. D'ailleurs, lui, c'est pas grave, il n'est pas en compétition, c'est très bien. On est content qu'il soit en forme. Ça coûte 10 000 €. Et il y a croisé un footballeur célèbre, c'est ça? Il a croisé un footballeur célèbre. Qui s'appelle? Et d'autres. J'ai pas de nom à donner. C'est ça. À l'époque, Johnny Hallyday citait Zidane, paraît-il. Oui. Oui, je voulais répondre à votre question. En fait, il faut savoir que ce sont les fédérations internationales qui sont responsables des contrôles antidopage dans leur sport. Il se trouve que là, l'UCI, ne participant pas au Tour de France, c'est la Fédération française qui est en charge le Tour de France et donc l'Agence française de lutte antidopage qui est responsable de tout ce qui est contrôle. Mais ça ne pouvait pas être le cas pour, je pense à la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde de football. Alors, ça c'est pour le football, merci. À propos du cyclisme à nouveau, du coup, question, peut-on dire que l'UCI, l'Union cycliste internationale, est complice de dopage? Est-ce que vous diriez ça, Jean Dury ou Patrick? Bien sûr que non, mais bien sûr que non, on ne dirait pas ça. En étant moins exigeante. Il y a une conception française de la lutte contre le dopage et il y a, semble-t-il, une conception anglo-saxonne. Et ça rejoint une des questions que vous posiez tout à l'heure, parce que par exemple, les anglo-saxons disent on pourrait retirer de la liste les corticoïdes. La conception française n'est pas du tout celle-là. C'est un corticoïde, ça sert à... C'est anti-inflammatoire. C'est anti-inflammatoire, ça supprime la douleur, etc. Le dopage a constamment évolué. Il y a des méthodes de plus en plus pointues, comme on dit. Mais le vrai problème, c'est le laxisme et le fait que les clubs couvrent leurs équipiers, les fédérations couvrent leurs champions. Chacun essaye de protéger sa zone en disant « chez nous, il ne se passe rien ». En réalité, il se passe des choses dans beaucoup d'endroits du sport. Pourquoi est-ce que les corticoïdes, par exemple, dont on vient de nous parler, en France, contrairement aux anglo-saxons, on dit non? Parce qu'après tout, quand on a un bobo après avoir fait un jogging, on met tous quelque chose pour... anti-inflammatoire. Je vais essayer de vous expliquer très rapidement. Pour qu'un produit soit inscrit sur la liste des produits interdits, il faut qu'il satisfasse à 2 critères parmi 3. Les critères sont une action démontrée sur la performance, des risques pour la santé et un usage pas éthique. Dans le cadre des corticoïdes, jusqu'à présent, vous n'aviez qu'une... Une seule de ces facteurs. Qui était remplie, une seule de ces conditions, c'est que ce sont des produits extrêmement dangereux. Et jusqu'à présent, il n'avait jamais été démontré qu'ils étaient actifs sur la performance. Donc, d'où la lutte. Alors, on les a classés, je crois, non éthiques, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce qu'en général, non éthique, c'est un produit que, pour des raisons d'argent, tout le monde ne peut pas se fournir. Autre question. C'est un petit peu délicat. On revient au Tour de France. Christian Prudhomme, donc des directeurs du Tour de France, est-il un utopiste ou un hypocrite, nous demande ce téléspectateur, en pensant et espérant qu'on aura un jour un Tour
propre. On revient à la question du début. Christian a totalement oublié de m'inviter cette année sur le Tour de France. Alors que j'ai servi cette épreuve pendant 20 ans, et j'en ai aucune aigreur, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je le défendrai néanmoins, pour dire qu'il est tout sauf un hypocrite, qu'il croit à ce qu'il fait, qu'il le fait avec beaucoup de courage, avec beaucoup de volonté, et que tant qu'il y aura Mario Di Lamori, Patrice Clerc, Christian Prudhomme, voilà, je pense qu'on a là une garantie d'éthique. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Parce que ce sont des gens qui croient à ce qu'ils font et qui ne croient pas simplement au profit et qui veulent sauver le Tour dans ce qu'il est globalement, dans sa crédibilité, dans sa légitimité. Jean Dury. Je serais curieux de savoir la réaction de l'opinion publique italienne, car n'oublions pas que dans 2 jours, le Tour de France, en principe, va en Italie, qu'il a une journée de repos en Italie, et comment est-ce que ça va se passer du côté de Cuneo, je n'en sais rien. N'oublions pas qu'en 1950, on annula l'étape de San Remo, et que le Tour ne quitta pas les frontières françaises. Un Tour 100% propre, c'est ça la question. En 88, j'ai sorti une affaire qui s'appelle l'affaire Delgado. Je ne pouvais pas aller passer mes vacances en Espagne. J'ai eu des pressions énormes de l'ambassadeur d'Espagne en France. Je peux vous dire que les enjeux sont très très importants. Et quand vous sortez une affaire de dopage, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vous tombent sur la tête après. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi pour un nouveau C'est dans l'air aux alentours de 17h45. Rediffusion 22h10 et 5h du matin. Très bon week-end avec nous sur France 5.